Nikuulize samani kiongozi, nikuulize raia pia nina haki. Idriss, mais comment tu t'appelles en vrai? Idriss Gabel. Idriss Gabel. Oui. Idriss, vous avez fait beaucoup de choses dans la vie. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes ensemble ici, aujourd'hui, dans ce studio de la Radio Spen, pour dire, est-ce que vous pouvez nous dire, qu'est-ce que vous faites, Idriss? Moi, mon métier, c'est monteur et réalisateur. Mais effectivement, j'ai monté beaucoup de films qu'on a sûrement vus à Bukavu, comme L'homme qui répare les femmes, L'affaire Chebeya, L'Empire du silence, voilà, pour parler de quelques films que j'ai montés. Ce sont des films très sérieux qui ont marqué l'esprit des gens. Et vous-même, pendant le montage, quand vous étiez en train de monter, est-ce que vous comprenez, vous saviez le Congo avant? Oui, moi je connaissais déjà très bien le Congo. En fait, mon histoire familiale est très particulière, je vais vous la partager. Mon prénom aussi a un sens. On pourrait croire que c'est un prénom musulman, mais pas du tout. Voilà, mais en fait, mon père a grandi, a fait son enfance au Congo, à Kikwit, dans le Bandundu. Et puis plus tard au Tchad, et donc c'est là qu'il a entendu le prénom Idriss et qu'il s'est dit je veux un souvenir de ma vie en Afrique, et il a voulu qu'un de ses fils s'appelle Idriss. Mais pendant son séjour au Bandundu, donc ses parents, mes grands-parents qui sont toujours en vie, mon grand-père a 93 ans et ma grand-mère 91, donc ils ont 73 ans de mariage. Et eux, en fait, sont venus dans le Bandundu parce qu'ils voulaient vraiment servir ils étaient fascinés par le Congo. Ils n'étaient pas du tout intéressés justement par les colonies, etc. C'est à l'indépendance qu'eux ont trouvé qu'ils avaient un sens à venir au Congo. Et donc c'était à l'époque en tout cas je ne sais pas bien l'époque, je crois que c'est vers 62, mais à l'époque des troubles moulélistes. Je ne sais pas si c'est exactement ces années-là. Effectivement. Et donc ma grand-mère, c'est elle qui a vraiment installé l'antenne de la Croix-Rouge à Kikwit. Et mon grand-père, lui, était prof dans un lycée. Mais comme quoi, quand on vient quelque part et qu'on est ouvert, il y a un vrai échange qui se passe. Et de cette période qu'ils ont passée au Congo, finalement, ils en sont revenus. Ils avaient 4 enfants quand ils sont arrivés au Congo. Et ils ont adopté 2 enfants au Congo. D'abord, mon oncle Ruben, qui était déjà âgé. Il avait déjà 12 ans. Et il avait perdu ses parents. Il avait ses frères et sœurs, mais il était orphelin. Et en fait, il y a eu vraiment un coup de foudre entre mon père, son frère, ses sœurs et lui. Ils ont vraiment voulu qu'il vive là, avec eux. Et donc, ils ont vécu vraiment comme un fils à la maison. Si bien que mes grands-parents, en plus, après, avaient des soucis avec quelques missionnaires américains qui ne voulaient pas les recevoir avec leur enfant de couleur. Voilà. Mais mes grands-parents, les recevoir à manger. Mais mes grands-parents, eux, ils ont toujours été comme ça. Tant pis, c'est leur fils, etc. Tant pis si les autres ne peuvent pas le comprendre. Et puis, quand il a été temps de rentrer en France, ils ont dit, écoute, est-ce que tu veux venir avec nous? Voilà, parce que tu es l'enfant de la maison, tu es l'aîné. Il était devenu l'aîné de chez nous. Donc c'est un peu particulier, mais il a très fort imprégné notre famille. Et effectivement, il a accepté de venir. Il y a eu un rituel au village même pour faire la passation. Voilà, et il nous a suivis. Enfin, il a suivi mon père, ses frères, ses sœurs. Et voilà, c'est devenu un membre très important de notre famille. Il y a eu donc aussi une petite fille, Annie. Elle, c'était un bébé. Mais en tout cas, ce mixage a vraiment eu beaucoup d'importance dans notre famille à nous. Il nous a vraiment donné des valeurs voilà, vraiment particulière, et ça fait une famille européenne et africaine, congolaise. Voilà, depuis tout petit, nous on mange le foufou, on apprend à le faire aussi. Et, voilà, il nous a vraiment initié à beaucoup de choses. Malheureusement, il est décédé en 2018. C'est pour nous, la famille, ça a été vraiment assez difficile de perdre notre aîné. Mais voilà, on essaye vraiment d'être ses héritiers et ses dignes héritiers. Et d'ailleurs, effectivement, il avait suivi mon travail de monteur sur L'homme qui répare les femmes, et il était très fier, très fier
Formidable, ça c'est une grande histoire. Ce sont des histoires qu'on lit souvent dans les livres, dans les romans. Et ça c'est formidable, je dois le dire. Et aujourd'hui, vous êtes à Bukavu. Voilà. Vous avez décidé carrément de venir à Bukavu maintenant. Voilà, tout à fait. Ben oui, parce que oui, c'est aussi, c'est peut-être ma destinée de ces valeurs familiales, mon épouse qui est ici, qu'on ne voit pas, mais qui est congolaise aussi. Donc tout ça fait qu'on n'est pas indifférent, qu'on est, on est touché par ce qui se passe. Et c'est vrai qu'on est venu à Bukavu pour voir comment amener aussi une pierre à ce qui est fait ici pour les femmes, pour les enfants, pour les enfin, qui sont victimes des violences, toutes, mais aussi violences sexuelles. Voilà, mais pour leur rendre leur dignité au travers d'un film encore. Je pense qu'il n'y aura jamais assez d'images pour dire ce qu'il se passe. On pourrait penser qu'on peut en être lassé, mais vous en parliez encore tout à l'heure, quand vous allez plus loin dans la province, vous rencontrez vous-même des témoignages qu'on ne peut même pas croire, tellement c'est dur. Et donc, je pense que tout ce qui peut être accompagné d'images pour dire si, regardez, ça a eu lieu, c'est là, et il faut le dénoncer pour que ça n'arrive plus. Voilà. Oui, je crois que nous avons ces devoirs-là à dénoncer. Le plus grand travail, le plus grand problème que nous avons dans la région, c'est un problème de mémoire. Et dans la plupart des temps, souvent ici, il n'est pas culturel de déterrer. Les gens ont peur de déterrer. Ce qui fait que quand il y a là où on a intérêt, on a fait des fosses communes, les gens veulent tout simplement oublier. Et ça devient pour nous un problème très sérieux. Et pourtant, vous déterrez l'histoire pour le remettre encore à la raison. En montant ces films-là, quel est le sentiment que vous avez senti? Est-ce que ça vous a encore rapproché du Congo davantage, de comprendre la problématique et la situation? Tout à fait. Oui, quand tous ces films que j'ai montés, je les ai faits avec beaucoup de passion, beaucoup de cœur, parce que je pense, en tout cas, le réalisateur c'est Thierry Michel, les 3 films que j'ai cités là, mais je pense qu'il y a quelque chose qui, comme vous disiez, qui est vraiment de l'ordre de la mémoire collective, du devoir même de mémoire, qui dépasse même un pays, quoi. Il y a une mémoire historique à avoir. Et sur ces films-là, pour moi, c'était important d'avoir une trace dans l'histoire, parce qu'on oublie vite, finalement. On oublie vite même des violences qui ont eu lieu en Europe. On les nie aujourd'hui. On dit non, ça n'a pas eu lieu, les camps de concentration ou d'extermination, parce qu'il reste peu de traces. Et parce qu'à l'époque où ça s'est passé, évidemment, il n'y avait pas d'image, puisqu'on essayait d'occulter ce qu'on était en train de faire dans l'ombre. Donc l'humanité est toujours confrontée à ces personnes de l'ombre qui ne veulent pas être mises en lumière. Et donc pour moi, je l'ai vraiment pris avec beaucoup de sérieux, comme vraiment une mission de faire ces films. Et je me souviens, L'homme qui répare les femmes, c'est 9 mois de montage presque. C'était beaucoup d'énergie. Je me souviens même que sur les dernières semaines, je pense que c'est presque les 6 dernières semaines, il y avait chaque fois un jour de la semaine où je devais travailler du matin jusqu'au lendemain matin pour aller aussi vite que Thierry voulait que j'aille, quoi. Donc j'ai accumulé une énorme fatigue sur ce film, mais je me sentais porté, comme je vois que vous l'êtes ou que le docteur l'est, par la base, par ces femmes, par la population. Et donc je sentais au travers des images, des rushs que je voyais, que ces femmes ont fait confiance à un docteur, mais ont fait confiance à un réalisateur en lui confiant leurs paroles, en espérant quelque chose. Et donc je trouvais qu'il fallait être à la hauteur finalement du courage de ces femmes. Moi, les quelques nuits blanches ne sont pas à la hauteur du courage qu'elles ont démontré en se battant et en osant dire, vous l'avez dit, il y a beaucoup de tabous, je le sais. Au Congo, ça fait partie de la culture. On a parfois honte de ce qui nous est arrivé quand on est victime, mais ces femmes sont des preuves de courage international parce que elles ont une parole, elles percent le silence d'une façon
en tout cas, on ne peut pas rester indifférent. Formidable. Je manque même moi-même des mots à dire parce que lorsque je vois tout ce qu'on fait, on a autant d'éléments, des milliers d'images sur lesquelles on doit tirer le réel. Et là, c'est ça le montage en fait. Et on doit tirer pour pouvoir relever, créer une histoire qui soit cohérente et qui puisse toucher surtout. Et qui puisse avoir aussi un sens dans l'avenir. J'ai dit que vous faites un travail formidable. Et pourtant, il n'y a personne qui vous voit, vous êtes vraiment dans l'ombre. Ouais. Mais lorsque vous arrivez aujourd'hui à Bukavu et au Congo tel qu'il est, et que vous savez que l'histoire risque de se répéter, à quelques kilomètres, il y a encore des crépitements de balles. Mais ça, c'est l'humain. Ce n'est pas. Moi, je le dis souvent. Quand je monte un film sur le Congo, je ne vois pas une particularité comme on pourrait le croire. Dire, ah non, ça, c'est des histoires de Congolais ou quoi. Non, non, malheureusement, c'est l'humain. Et pour l'instant, c'est le Congo, c'est en Afrique qu'on est dans l'œil du cyclone. Voilà. Mais ce cyclone, au travers des dizaines d'années ou de siècles, il se déplace sur le globe. Et en fait, si on ne tire pas, nous tous, sur cette planète, les conséquences et la morale de ce qui se passe au Congo, alors nous perdons tous de notre humanité en fait. Donc voilà, on voit des choses terribles qui ont lieu ici, mais pour moi je vois la démonstration de l'humain, de ce qu'il a de pire, si on le laisse faire, s'il y a l'impunité, s'il y a l'injustice. J'ai beaucoup appris sur notre condition d'être humain ici, de ce qui se passe là, quand une population est abandonnée à elle-même, quand un monde politique ne s'intéresse plus vraiment à sa base, et quand la justice ne fait pas son travail. C'est des petits détails, mais qui mettent la population dans une telle précarité, et c'est vraiment ce que j'essaye d'enseigner aux jeunes même d'Europe, de leur dire, ne voyez pas ça comme un chaos propre à une culture. Non, ça c'est ce chaos que vous voyez là, c'est quand on abandonne une population. Et ça peut tout à fait arriver à l'Europe. Et nous, il y a 75 ans, on a eu une sauvagerie dont les limites n'ont pas encore été atteintes ailleurs. Donc on n'a aucun compte à demander au Congo, aucune leçon à donner au Congo sur malheureusement l'obscurité de l'homme. Idrissa, vous êtes lié au Congo par votre histoire et vous avez choisi aussi d'être lié au Congo par votre futur parce que vous êtes marié à une Congolaise. Oui. Et maintenant, par rapport à ce qui se passe au Congo, comme le dit le docteur Mukwege, un pays l'un des plus riches de la planète, mais la population est en train de subir les affres chaque jour de cette guerre et de cette injustice. On demande à ce qu'il puisse y avoir au moins la vérité, qu'on dise la vérité. Pourquoi ces populations-là sont en train de subir ce qu'ils subissent? Et pourtant, cela fait le bien de l'Europe. Est-ce que vous sentez que vous avez aussi un rôle à jouer plutôt en Europe par rapport à la situation du Congo? Oui, je pense vraiment que, comme je vous l'ai dit, les choses sont mondialisées maintenant. Mais tout démarre d'ici, évidemment. Si ici, personne ne dit rien, si ici, il n'y avait pas des personnes comme le docteur, mais je sais qu'il y a d'autres mouvements comme la Lucha et plein d'autres dont on entend de plus en plus parler, en fait, les Congolais doivent vraiment garder courage parce que leurs paroles, leurs cris commencent à être entendus. Voilà, donc il faut pas se décourager de dénoncer, de mettre en image, même avec son téléphone, ce qu'il se passe. Il y a quand même cette force des réseaux sociaux, mettre en lumière les choses, parce que ça dérange. Et effectivement, il y a des populations en Europe qui sont réceptives à ce qui se passe ailleurs dans le monde et qui font pression par la base sur le monde politique en Europe, sur nos parlements, pour que des choses changent et évoluent, mais c'est toujours plus lent, parce que, voilà, on le sait tous, il y a tellement de pression, tellement d'argent,
tellement de personnes qui veulent mettre sous une chape tout ce qui se passe pour leurs intérêts personnels, pour leur richesse personnelle, qu'ils utilisent beaucoup de contre-vérités et de mensonges. Mais la vérité, elle trouve toujours son chemin, lentement, mais elle le trouve toujours. Mais il faut y mettre énormément d'énergie parce qu'il y a beaucoup de pression inverse. Mais je pense qu'il y a des relais, et moi, en tout cas, dans mon travail de monteur, j'essaye d'y mettre ma pierre. Je pense que si tout le monde met une petite pierre là-dedans, on se rend pas compte de la force qu'on peut tous avoir ensemble. Ouais. Idriss, au Congo, le plus grand défi, il reste la route. Il y a une organisation en Belgique que nous apprécions ici, qu'on appelle l'Aviation sans frontières, parce qu'ils aident un peu à pouvoir ramener ces survivantes de beaucoup d'endroits pour qu'ils puissent recevoir des soins et ramener aussi des médecins dans beaucoup de lieux où il nous est difficile d'arriver. Un mot quand même à cette organisation. Alors j'avoue que je ne la connaissais pas du tout, donc voilà, j'apprends comme ça, mais ça, c'est vraiment... Il y a plein d'organisations sans frontières pour plein de sujets. C'est donc qu'il y a une nécessité. Évidemment, je connais les routes ici, difficiles, mais je trouve ça vraiment étonnant, mais une bonne initiative que des personnes aient pensé à faire ce genre d'action. J'espère qu'un jour, voilà, ceux qui nous dirigent ou ceux qui dirigent le Congo penseront simplement à faire une route. C'est-à-dire, au fait, l'avion ici, en cette matière-là, c'est pas un luxe. Pas du tout. Je viens de faire 350 km de Kamina à Manemankulu. Là, je suis dans le Katanga. Mais je dois dire que je fais 200 km de calvaire. Dans le 350, c'était vraiment le calvaire où tu te demandes, tu es en train de stopper les trous. Mais au moins, là, je fais 18 heures pour arriver. Mais si je veux prendre maintenant ici une moto pour aller à Chabunda, 350 km, je fais une semaine en route, en moto. Mais en fait, c'est marrant que vous me parliez de ça, mais je me suis toujours dit que si le Congo, j'ai été à plusieurs endroits, au Katanga, à Kinshasa, dans le Bandundu et ici, à Goma, mais je me suis dit si ce pays avait ne fût-ce que quelques axes routiers, waouh, les échanges internes seraient terribles, les gens prospéreraient rien qu'en pouvant s'échanger les matières premières. Le Congo serait en autosuffisance et beaucoup jalouseraient même sa force de survie simplement par ses veines, ses artères d'un pays, c'est ses routes, ses axes ferroviaires, etc. Et ça, je me dis, voilà, je me dis toujours, là, il y a quelque chose, il y a quelque chose de simple à faire et à la fois d'incompréhensible qu'on n'investisse pas dans des choses comme ça, ou comme l'éducation, parce que ce pays a tout pour réussir, tout pour être une puissance mondiale incroyable. Franchement, vous dites puissance mondiale incroyable. Il y a Dr Mukwege qui a une vision de faire de la RDC un état de droit émergent, capable d'entraîner un développement durable, non seulement de la RDC, parce qu'il ne pense pas seulement à la RDC, mais il dit que ça entraînerait un développement de toute l'Afrique. Et que lui, il dit toutes les actions politiques, économiques, sociales doivent être centrées sur l'homme, c'est comme vous l'avez dit, pour restaurer sa dignité. La dignité du Congolais a été bafouée. Les Congolais, il y a quelques années, lorsqu'on allait partout, et on venait du Congo, même à l'époque de Mobutu, 1974 par exemple, quand Georges Foreman, Mohamed Ali sont venus se battre au Congo, le Congo c'était presque une puissance en Afrique, et les portes étaient ouvertes. Mais aujourd'hui, lorsque vous êtes Congolais, c'est-à-dire c'est à peine qu'on ouvre les frontières, que ton passeport puisse passer. Et ça, quand même, ça nous intrigue. Ça intrigue que nous soyons exploités, nous soyons martyrisés, mais nous ne soyons pas aussi acceptés. Là, nous disons, le monde nous a oubliés. Nous devenons des sous-hommes. Est-ce que vous pensez que la société civile européenne peut jouer un rôle? Ce qu'il y a ici, c'est que ce que vous parlez là, c'est particulièrement de la responsabilité des dirigeants congolais qui ont bradé
l'identité congolaise, en fait. Donc, qui ont fait passer beaucoup de fois leurs intérêts personnels ou familiaux ou du clan avant l'intérêt de la nation. Et effectivement, j'en parle souvent avec mon épouse, le passeport congolais, c'est pas un passeport facile de voyager avec, parce qu'il y a trop de pays ont eu des histoires, mais à la base, c'est la garantie du gouvernement qui aurait dû être derrière. Donc, pour moi, pour moi, ça viendra du Congo, ça viendra d'un gouvernement qui soit fier de sa population et qui lui donne les moyens de déjà se développer ici et de voyager et faire des affaires, etc. Mais plusieurs fois, j'ai vu ces dernières années, les Congolais ont même été punis plusieurs fois. Les gouvernements précédents ont même fait fermer des ambassades européennes, etc. Qui n'a fait que compliquer. Je me mettais à la place d'un homme d'affaires congolais. Comment faire ? Comment fait-il ses affaires à partir du moment où il ne peut plus obtenir de visa, de ceci, de cela ? Donc, il y a vraiment voilà, pour moi, il n'y a pas un cap politique clair pour vraiment permettre à la population congolaise de faire des affaires. C'est un pays qui a beaucoup à vendre, pas à brader, pas à donner, à vendre au bon prix. Et en passant la douane, les axes qui seraient prises sur ces matières premières qui s'en vont, devraient faire normalement du Congo un leader mondial presque aussi puissant que la Chine. Congo aussi puissant que la Chine, et c'est la raison pour laquelle on parle de son émergence. D'être là, je suis très fier, Idriss. Vous avez vu et rencontré le docteur Mukwege en personne. C'est vrai que vous l'avez vu en plusieurs reprises, mais au moins quand vous faites des montages et de toutes ces vidéos-là, mais au moins aujourd'hui, vous êtes venu, vous avez parlé avec lui, oui. et presque en appâté. C'est ça. Comment vous avez senti? Moi, oui, j'ai toujours eu... Contact avec l'homme. Avec l'homme, oui. Pour le peu que je puisse... donner ma parole à la rencontre du docteur, c'est jamais anodin de le rencontrer, parce qu'il y a quelque chose de très vrai et à la fois très humble en lui. J'en parlais à mon épouse qui ne l'avait pas encore vu mais qui l'a rencontré cette fois-ci, mais j'en parle souvent. J'ai rencontré beaucoup de gens au Congo, des grands hommes, des honorables, des excellences, toutes sortes de gens qui, devant la caméra, sont certains personnages, voilà, sympathiques et autres, et bon, dès que la caméra s'éteint, devient quelqu'un d'assez, comment dire, parfois vulgaire ou très égoïste, voilà. Mais le docteur, je l'ai rencontré donc en vrai et en image dans mes rushs, il est le même. Il est le même et pour des petites choses, des petits détails qui m'étonnent toujours. Je me souviens que la première fois que je l'ai vu en Belgique, j'étais un rien du tout. J'étais vraiment, je venais sur le tournage et il était là avec d'autres gens importants, des chirurgiens, des femmes politiques, etc. Je suis rentré dans la pièce et il s'est levé pour me dire bonjour. Donc ça, c'est la politesse, mais tous les autres, évidemment, je suis un petit, ils vont jamais se lever, même pas regarder d'un œil, mais lui s'est levé, s'est déplacé pour dire bonjour, pour me mettre à l'aise, etc. Et tout. Et donc ça m'a toujours étonné. C'est quelqu'un, et je comprends comment la population ici, ou comment les femmes peuvent vraiment trouver quelque chose en lui, comment certains enfants l'appellent papa, parce qu'il a une attention qu'on ne peut pas inventer. Il y a quelque chose d'inné dans sa personne, dans son éducation, ça vient de loin. Et je trouve qu'il y a beaucoup à apprendre de son humilité, ses paroles, ses prises de parole, moi, m'inspirent énormément aussi. Voilà, et donc, ce que je peux dire ce soir, voilà, c'est que l'homme que vous voyez en film ne joue pas, ne fait pas ça pour sa personne. J'ai vu encore sa maison là tout récemment, c'est pas du tout la maison. Je vais citer personne au Congo, mais enfin bon, je veux dire, voilà, il y a le moindre colonel ou autre ou homme politique qui a une maison de démesure, envoie ses enfants étudier en Europe ou se faire soigner en Afrique du Sud ou quoi, mais là, quand on voit la maison du docteur,
Il n'y a rien de tout ça. Voilà. Je ne sais pas ce que je dirais, mais pour une dernière question, si il vous arrivait de tourner quelque chose, de monter encore un film au Congo, vous penserez à quoi? Je penserais à tellement de choses. J'en ferais bien 50, moi, des films sur le Congo, en fait. Hein. Je trouve qu'il y a tellement de choses formidables aussi. On parle effectivement... là, on est en train de faire un film, comme on en avait un peu parlé, sur encore comprendre des choses, aborder des tabous, comme les enfants issus du viol et d'autres éléments comme ça. Mais j'aimerais tellement faire, moi, des films beaucoup plus lumineux. Il y a au Congo et en Afrique, je trouve en général, une force de vie que moi, je ne retrouve pas ailleurs, une sagesse, voilà, une façon d'appréhender le sens de la vie, quoi, même la vie et la mort. Il y a quelque chose de très profond que j'ai pas encore assez vu dans des films, moi. Et j'ai pas encore assez vu j'ai envie de voir même ce que font des cinéastes congolais, voilà, vraiment, mais vraiment d'un terroir congolais, pas essayer d'imiter le cinéma américain ou européen ou quoi que ce soit. J'aimerais vraiment voir ces films de cette jeunesse aujourd'hui que je vois, qui maîtrisent vraiment bien les bonnes techniques, mais qui n'ont pas encore cette fierté culturelle de dire avec ce que j'ai autour de moi, je peux faire quelque chose de très fort, quoi, voilà. Parce qu'il y a plein de belles choses, mais ça ne peut venir que de l'intérieur. Moi, je peux encore faire, avec mon épouse, on peut encore faire des très beaux films, et je pense qu'il est vraiment temps que les cinéastes congolais nous montrent à voir leur pays, et nous montrent même leur regard sur le monde, qui viennent aussi en Belgique, voilà, critiquer. C'est un peu le système. Je trouve qu'il y a eu... C'est intéressant que des réalisateurs comme Thierry Michel ou moi, ou d'autres encore, parfois l'étranger voit mieux chez l'autre, et donc on peut mal le prendre, on peut y mettre beaucoup de choses derrière, mais il ne faut pas tout voir négatif. C'est pas si mauvais que parfois un étranger vienne nous dire ah, chez vous il y a ça qui ne va pas. Mais il est vraiment temps maintenant que le Congo doit un peu rendre l'appareil, là. Formidable. Idriss, je ne sais pas comment vous remercier. C'est moi qui vous remercie. Merci parce que vous êtes passé à nos studios. Et nous disons merci, à la prochaine en tout cas. À la prochaine, on repassera. Listen this Burudani music doctor Pramana Asala Asna, you have the norma maze. Nikulize samani kiongozi, nikulize raia pia nina haki. Ninaomba nikulize, hivi kabla huja kwa kiongozi ulikuwa raia? Inamaanisha machungu na machozi raia uliyapitia. Minomba nikulize, hivi mkono unaweza kuweka ndani ya maji na ukotoa na ujaruana? Na tangu kuwachagua jaliwe na tafuta na nini na jana? Minomba nikulize, hivi ni mguu wa kishindo ndo na kaza mwendo? Ama kipi bora kati ya maneno na matendo? Nomba nikulize, hivi ni kweli mlisema mtajenga barabara, tutapata moto meme kila mara na maji bora? Ama tuelewe kwamba sifa za ulimi maseme ya kujimimi? Minomba nikulize, hivi mnatoto ngapo mbona soma pa nchini? Na kama Marekani wao wanatafutana na sisi nini? Ama tuelewe kwamba kifo cha Panju ni furaha kwa kunguru, na hii kama uaminifu maandiko kwa kila jambo tushukuru. Minomba nikulize, hivi mnasikia jinsi gani kuna kule raia wanavyowawa? Inawapa uchungu gani kona ndo wale raia ambao waliowachagua? Minomba nikulize, hivi kama shamba sokwa na mboleo inaitwa kiwanja cha kabumbu, na nchi sokwa na mani viongozi tuwaitaje? Je, tuwaite mbumbumbu? Noma sana. Nikulize, mheshimiwa nikulize, ili jambo lina nyuma. Nikulize, kiongozi nikulize, ili jambo lina nyuma. Minomba nikulize,
kuhusu swala la watoto kubaki mayatima, wamama wajane koze masasi. Hivi mnafikiria nini? Wala kuna chamana nizijamando zinakumbwa na mukosi. Minomba nikulize, hivi unajua mimi nilizaliwa mzima, kisha sekondari kusoma nikapigwa masasi na kubaki kilema? Nomba nikulize, hivi ni nani taifa la kesho kama sio sisi vijana? Nakumbuka pa juzi Braseri mtoto mwanafunzi alipigwa masasi na kukufa bila hatia. Raia tunalia meozinomila kuna kututetea. Minomba nikulize kuhusu swala la watoto kusoma bure. Hivi mnasikia jinsi gani wazazi wanavyopiga kelele? Kwanza swala la wakongomano tekuishi kwa amani. Hivi amsikiporini watu wanavokatwa vichwa kama nyama musituni. Pili kuhusu toya kushusha dola, ama sisi masamsoni mnatunyonga madelila. Tatu malipo ya wafanya kazi, askari, polisi, walimu na wazazi. Mnakunywa bia tumbo inavimba, nyama kuchoma, wakati vijijini wakongomano anakufa kama nyama. Wamama wanabakwa kila siku vita. Kwa nini tuchague? Noma sana. Nikulize, mheshimiwa nikulize. Nikulize, ili jambo lina nyuma. Nikulize, kiongozi nikulize. Nikulize, ili jambo lina nyuma. Radio Sven.